Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Ouais, New York, sans véritable tendance, un peu comme nos marchés depuis plusieurs jours maintenant. On en parle avec Julie Jourdan qui est avec nous par téléphone, gérante action américaine chez Mansartis. Julie, bonjour. Oui, bonjour. Bon, c'est vrai que on parle beaucoup des marchés européens là qui sont un peu bloqués en ce moment. Il y a la perspective de Brexit, mais aux États-Unis, c'est pareil. On a un marché qui fait du surplace, désormais très proche de ses records historiques. C'était il y a un an tout juste, mais voilà, depuis, il s'est pas passé grand-chose. Tout à fait. Et effectivement, en fait, on s'aperçoit qu'on a un marché américain qui a renoué avec effectivement ses points hauts, un PE de marché qui est élevé. On est globalement 10% supérieur à la norme historique. Donc, on se retrouve finalement à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on attend comme accélération économique ou pas. Sur l'économie américaine et avec des ventes d'entreprises qui sont quant à elles au plus haut. Donc où trouver en fait cette accélération économique qui permettrait en fait de porter les marchés un petit peu plus loin avec une montée des risques comme souvent à cette période de l'année. On dit souvent l'adage c'est sell in May and go away. Finalement on se retrouve face au mur avec le Brexit, la dette chinoise et les élections américaines qui sont en tête des préoccupations des investisseurs si on en croit les derniers sondages. Donc effectivement, on se retrouve à faire du surplace, à avoir une grande dispersion dans les évolutions de titres. On n'a jamais eu une telle dispersion depuis 2009 en termes de volatilité également. C'est vraiment important. Et une saison de publication qui se termine. Alors oui, les attentes ont été battues, on l'a raconté plein de fois, mais les attentes étaient tellement basses que voilà, ça n'est pas un catalyste suffisant pour redonner une impulsion haussière à Wall Street. Enfin, on a observé des choses quand même assez. Là, on publie encore là quelques grands distributeurs qui publient. Target, par exemple, là, qui recule de près de 10%. Enfin, ce secteur des retailers aux États-Unis, là, on a l'impression qu'il a explosé en vol, à de rares exceptions près. Et je pense notamment à Lowe's et Home Depot dans le bricolage et l'aménagement de la maison. Mais alors, pour le reste, le marché n'attendait pas des résultats aussi décevants de la part de ces retailers. Alors, il y a deux choses. La première chose qu'il faut observer, c'est la violence des mouvements. C'est incroyable de voir à quel point on a des mouvements violents sur des distributeurs qui ont des actifs immobiliers, qui ont une activité qui malgré tout, même si elle est décevante, n'en est pas totalement catastrophique, en tout cas pour certains d'entre eux, et qui vont avoir des sanctions de l'ordre de 15 à 20% suite aux publications de résultats. Après, on s'aperçoit d'une autre chose. C'est une dichotomie absolument spectaculaire entre, d'une part, les ventes de voitures, de maisons, d'équipements pour la maison et d'équipements électroniques, donc les big tickets, et d'autre part les ventes de vêtements où on voit qu'il y a une concurrence qui s'intensifie avec des gens comme Amazon, des gens comme Zara, du discounter comme TJX qui a publié encore aujourd'hui. Et la vraie question, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce qu'on voit, c'est temporaire ou est-ce que c'est plus durable? Est-ce que le consommateur ne va plus s'habiller? Ou est-ce que où est-ce qu'il va s'habiller, mais chez Amazon? Mais chez Amazon, où finalement il est dans une situation où pendant des années, il n'avait pas le pouvoir d'achat, et maintenant qu'il a le pouvoir d'achat, il commence par s'équiper donc d'une maison, d'une voiture, et que finalement l'habillement c'est en second plan, mais que ça reviendra à un moment donné. Et ça, pour le moment, on n'a pas les réponses. Donc c'est vrai que cette consommation, qui est en plus de ça le point de regard, de focus de tout le monde pour savoir est-ce que les États-Unis vont bien, puisque la consommation dans sa globalité, c'est 2/3 du PIB. Les ventes au détail nous disent oui, le consommateur est de retour là. Exactement, mais on ne le voit pas dans la distribution. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez, c'est très surprenant. On se pose beaucoup de questions, on essaye de comprendre. Moi de mon côté, je vais aux États-Unis d'ici 3 semaines, justement pour rencontrer des acteurs dans la consommation, parce que c'est extrêmement compliqué de comprendre ce qui se passe concrètement et de voir ces mouvements extrêmement violents à l'encontre de la consommation. Ouais, ça a été très dur, effectivement. Vous le disiez dans le textile, enfin des chaînes de grands magasins type Macy's, Nordstrom, JCPenney. Là, vraiment, ça a été sur ces retailers-là en particulier que ça a été très dur, puisqu'on le disait dans le segment de l'aménagement de la maison. Là, le marché immobilier continue de relativement plutôt bien se porter, et on voit Home Depot ou Lowe's, les deux grands du secteur aux États-Unis là qui cartonnent. En tout cas, les résultats de Home Depot étaient très bons hier, et ceux de Lowe's aujourd'hui sont très bien accueillis également par le marché. Le titre prend 2%. Il faut qu'on dise un mot d'Apple. Ça fait toujours parler de voir de grands investisseurs type Carl Icahn ou Warren Buffett bouger
bouger autour d'Apple. Alors je rappelle le mouvement, c'était il y a quelques semaines à peine, Carl Icahn qui a soldé sa participation dans Apple avec à la clé quand même une belle plus-value. Et puis on apprend cette semaine que à l'inverse, Warren Buffett, l'investisseur value par excellence, lui pense que justement il y a de la valeur chez Apple aujourd'hui. Écoutez, ce qui est extraordinaire avec Apple, c'est que tout le monde a toujours une idée très déterminée sur la société. Alors, il y a ceux qui pensent que c'est Nokia, en regardant les produits, en se disant qu'il n'y a plus d'innovation. Il y en a d'autres qui vont dire c'est le LVMH de la téléphonie, on a un écosystème extraordinaire, etc. Donc, on entend tout et son contraire. Et c'est vrai qu'on voit dans le parcours de ces deux investisseurs deux tendances complètement différentes. Alors, ce que moi je me pose en tant qu'investisseur comme question, je me pose un peu les questions basiques. C'est aujourd'hui sur le secteur de la téléphonie mobile, qu'est-ce qu'on attend comme croissance juste sur les smartphones? Qu'est-ce qu'on attend comme croissance dans le secteur? Où est-ce qu'on en est dans la concurrence? Qu'est-ce qui se passe dans les portefeuilles de produits? Et où est-ce qu'on est dans la valorisation? Et de ce point de vue-là, j'ai plutôt tendance à me rapprocher de Warren Buffett, puisqu'on s'aperçoit que les ventes de smartphones devraient croître à un rythme modéré, mais quand même avoir une croissance annuelle de l'ordre de 3-4%, donc c'est à peu près le PIB mondial, avec des zones de forte croissance comme la Chine, l'Inde, où il y a vraiment un équipement qui est en train de se faire. On s'aperçoit aussi que sur le haut de gamme, Apple, ils ont un seul concurrent, c'est Samsung, qui a des produits qui sont totalement similaires. Il n'y a pas d'innovation extraordinaire chez Samsung par rapport à Apple. Donc, on est utilisateur d'Apple ou on est utilisateur de Samsung sur le haut de gamme. Bon, on a à peu près le même produit, on est plutôt partisan de l'un ou de l'autre. Bon, ça appartient à chacun de choisir, mais il n'y a pas d'élément qui fasse qu'on switch de l'un à l'autre de manière particulière. Alors, ils avaient un problème, ils viennent de le résoudre, c'est qu'ils avaient une gamme qui était incomplète. On n'avait pas de smartphone moyen de gamme, ça y est, ils ont résolu ce sujet-là, on verra. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas d'éléments. On verra si c'est un succès ou non. Parce que là, la concurrence, elle est beaucoup plus importante. Mais bon, leur produit tient la route avec une valorisation qui reste extrêmement faible. Donc voilà, je dirais que avec une vision un peu long terme et en regardant c'est le cas de Warren Buffett, bien sûr. Exactement, on s'aperçoit que à moins qu'il y ait une innovation extraordinaire, et notamment en termes de batterie, ce qui pourrait être un game changer, ils sont là, quoi. Et ils sont là et ils vont pas disparaître demain. Merci beaucoup, Julie. Merci d'avoir été avec nous. Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis. Bientôt 16h. On marque une pause. On se retrouve avec le journal de l'économie à suivre dans un instant.